Le groupe de Vegeta part enfin pour le royaume des démons, le Daimakai. Rejoindront-ils Goku à temps, tandis que ce dernier provoque son premier Tamagami, le gardien des Dragon Ball locales. On nous dévoile qu'en plus, même Dabra, le roi du royaume des ténèbres, n'était pas taillé contre cet adversaire, à ce qui se dit. Shin nous dévoile aussi les secrets du métal le plus résistant de l'univers et son origine. L'épisode nous dévoile également le nom et la planète d'origine de ce finalement mystérieux Kaioshin. Mais malgré tout ça, est-ce qu'on parle du moins bon épisode ? Réponse dans ce DB Review. Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Dragon Ball Daima et on est très content de vous retrouver. Ouais, très content de vous retrouver, sachant qu'on pourra aussi vous retrouver de visu si vous êtes là à Toulouse ce week-end, les 30 novembre et 1er décembre. On y sera, donc venez nous voir, c'est le moment, on n'est pas souvent dans le sud, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti sans plus attendre sur cette review de l'épisode 7. Et on va commencer avec, du coup comme d'habitude, le scénario de Yuko Kakihara qui nous dit quoi ? Goku, Shin, Glorio et Panzi continuent leur chemin en direction de la première Dragon Ball du Daimakai, le royaume des démons. Mais ils sont interrompus en chemin par la police militaire qui demande à ce qu'ils s'arrêtent pour fouiller leur véhicule. Goku, qui est activement recherché, se cache pour éviter d'attirer des problèmes au groupe, qui ne pourrait alors plus passer par le Warp pour sortir du Makai, au cas où il venait à être identifié et pris pour cible. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et nos héros doivent se battre contre la police militaire et perdent leur avion au passage. Ils dérobent alors celui des autorités locales et se rendent à l'endroit où se trouve le troisième Tamagami. Après un petit arrêt pour se revitailler, Goku défie le Tamagami qui s'apprête à engager le combat. Pendant ce temps, sur Terre, le groupe de Vegeta subit un ascenseur émotionnel. Entre le vaisseau fraîchement réparé qui ne démarre pas et l'arrivée d'Ibis, le Majin envoyé par le roi Kadan pour emmener notre petit groupe dans le royaume des démons. Voilà pour le petit synopsis qui vous a rafraîchi la mémoire si vous avez vu l'épisode il y a déjà quelques jours, ou pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va rentrer dans les détails avec ce qu'on apprend. Bulma ne peut pas réparer le vaisseau de Shin, car une pierre alimentant l'appareil, qui n'existe que dans le Makai, est endommagée. Elle serait éventuellement remplaçable par un autre composant qu'on trouve sur Terre, mais ça prendrait beaucoup trop de temps à mettre en place, et donc partir pour le Daimakai avec ce vaisseau est impossible à très court terme. Heureusement, Ibis arrive pile à ce moment-là et informe le groupe resté sur Terre que le roi Kadan l'envoie pour les prendre avec lui. La surprise de nos amis est alors palpable. Kibito, lui, est resté au sanctuaire de Dieu pour garder le sanctuaire, en l'absence de Dende et Piccolo, qui, lui, a embarqué avec les autres pour aller combattre dans le Makai. Sans qu'on ne sache trop pourquoi, Bulma est également venue avec eux. Il existe au Makai des Mampukugan, des boulettes qui remplissent l'estomac. Une seule de ces boulettes équivaut à un seul repas. En manger deux, donc, comme Goku, fait que c'est comme si t'avais mangé deux repas, t'as le ventre plus que rempli. Leur effet est donc comparable à celui d'un Senzu, mais en moins efficace quand même, puisqu'un Senzu permettait de tenir quand même 10 jours. On continue donc avec la découverte d'ingrédients secrets du monde des démons, qui font beaucoup penser à ce qu'on a déjà aussi sur Terre. Et comme il faut un mot de passe pour passer le Warp et ainsi entrer et sortir du Makai, nos héros n'ont d'autre choix que de la jouer fine et obéir à la police militaire. Comme le dit Shin, si leur vaisseau venait à être détruit, ce serait le début des problèmes. Car comme on nous le disait dans l'épisode 5, c'est un mot de passe par engin. Il leur faudrait alors changer de mot de passe à nouveau. C'est ce qui se passe d'ailleurs peu après. Heureusement, Panzi possède le même appareil qu'Ibis qui sert à la fois de GPS et d'appareil de communication. Et grâce à ça, elle peut charger un employé du château du roi de pirater le système du vaisseau à distance pour y ajouter un nouveau mot de passe. C'est le 1022. C'est grâce à son collier, ou plutôt à cause de son collier, que Panzi et notre groupe a pu être localisés. Ces colliers ont été apposés sur tous les Majin du 3e Makai afin de soumettre les plus récalcitrants. On apprend enfin à quoi sert l'appareil utilisé par Panzi dans l'opening sur ce plan, et c'est un brouilleur de communication. Elle l'utilise ici pour bousiller les appareils de communication des soldats tombés au sol. Et il se trouve que l'avion de la police militaire est un tout nouveau modèle, comme le dit Panzi. Au contraire de l'appareil que nos héros utilisaient jusqu'alors, on constate qu'effectivement, ils volent 2 fois plus vite qu'avant, ce qui leur permet d'enfin arriver à destination. Malgré ce beau butin, Panzi, elle, reste inquiète, car elle pourra encore être retrouvée à cause de son collier. Shin prend donc en charge le problème et le détruit grâce à ses pouvoirs de Kaioshin. On apprend par la même occasion que le collier est fait en métal Kachin, le métal le plus dur de l'univers et donc probablement aussi des divers mondes. Le même métal que celui qui composait ce cube que Shin avait matérialisé pour envoyer contre la Z-Sword que Gohan avait fraîchement sorti de son bloc de pierre. Dans Dragon Ball Super, on retrouvait aussi le Kachin avec le fameux Kachi Kachin qui était le matériau utilisé pour l'arène de combat du tournoi du pouvoir. C'était censé être un métal plus résistant encore.
Cette scène qui résout une problématique importante est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur Shin et sur les Glind en général. Le Katchin est un métal qui ne se trouve normalement que dans le deuxième Makai, sur la planète Kaishin des Glind. Et c'est la première fois qu'on entend parler de la planète Kaishin dans un animé. Mais pour autant, on la connaît quand même depuis 2009, puisque Toriyama Sensei en parlait pour la première fois dans les Super Exciting Guide, pile quand il expliquait comment naissaient les Shinjin, qui ont ici été renommés Glind, et à part ce nom, il a finalement tout conservé le lore qu'il avait établi dans ce guidebook, et pas encore révélé au grand public, à savoir la naissance depuis un arbre, que ce sont des êtres asexués et qu'ils ne se reproduisent donc pas, que les Kaiyo et Kaioshin sont de la même race, mais que les Kaioshin sont outrement plus exceptionnels, que l'arbre qui leur donne naissance se trouve sur la planète Kaishin. On verra s'il confirme tout au global, mais pour l'instant, à part le terme Shinjin, qui signifie habitant du cœur du noyau, le reste semble en grande partie avoir été conservé. Il ne reste donc plus que quelques points majeurs à confirmer, et donc à surveiller pour les prochains épisodes. Notamment, les Kaioshin qui naissent de fruits dorés, là où les Kaiyo naissaient de fruits normaux. Dès la naissance, on savait donc qui allait devenir Kaioshin. C'était des êtres exceptionnels comparativement aux autres. Aussi, ces fruits dorés étaient plus rares et c'est pourquoi ils sont si exceptionnels. Les Shinjin étudiaient dans une école sur la planète Kaishin. Cette école avait l'apparence d'un château, et comme ceux qui naissent d'un fruit doré étaient déjà voués à devenir des Kaioshin, il est possible que ceux, comme Kibito, nés d'un fruit ordinaire, devaient étudier plus dur pour devenir ne serait-ce que leur assistant personnel. Ça nous est pas dit, c'est de la supposition. En revanche, on sait que lorsqu'un Kaiyo mourait, il était remplacé par un Shinjin de cette école via un système de loterie. Ensuite, la durée de vie moyenne des Shinjin, on nous disait que c'était 75 000 ans. Ça, c'est encore une énigme pour l'instant. Et enfin, la planète Kaishin abritait environ 80 personnes. Et on apprend aussi dans cet épisode que c'est sûrement le docteur Aginsu, donc la grande sœur de Shin, qui aurait conçu ces colliers pour soumettre les habitants du troisième Makai à l'époque où Dabra régnait encore. Et puisqu'on parle de l'ancien roi du Daimakai, celui-ci n'était apparemment pas capable de vaincre les Tamagami, d'après les rumeurs qu'a entendu Panzi. Évidemment, on parle du Dabra qui régnait sur le Daimakai, donc avant son ensorcellement par Babidi, qui l'a, comme vous l'avez vu avec Majin Vegeta, forcément renforcé avant d'arriver sur Terre. L'enjeu reste donc intact, d'autant qu'on ne connaît pas encore la puissance actuelle de ce Goku rajeuni, le type d'info qui servira clairement à la jauger. On apprend aussi le véritable nom Majin de Shin dans cet épisode, Nahale, qui est un suffixe verbal impératif associé à la région du Kansai au Japon. On s'en servait ainsi pour donner des ordres, et c'est un peu sur le même modèle que les noms de Zamas, Goas, Arinsu et Deges, qui sont également des dérivés de l'auxiliaire être, mais utilisés de façon différente. Shin était donc son nom de Kaioshin, j'en reparlerai après dans les commentaires. Goku tente d'appeler Shin par ce nom, mais ça lui va pas. Il continuera donc à l'appeler Kaioshin-sama, heureusement, pour la continuité je pense. Et en parlant de nom, le subalterne qui pirate l'avion de la police militaire se nomme Pelaru en VO, donc Pellar. Son nom vient de Pelargonium, une espèce de plante de la famille des Géraniacées, donc géranium si vous préférez. Goku, justement, demande à ce que le groupe de Vegeta les rejoigne, plutôt que de s'arrêter pour les attendre. Il a raison, ça fait avancer l'intrigue comme ça, autrement on se serait encore arrêté pour attendre. Vegeta et les autres les rejoindront donc ensuite. Le vaisseau spatial d'Ibis en forme de cigale est justement le vaisseau que Toriyama Sensei a designé, et pour lequel on possède déjà des visuels depuis un moment. Il ressemble d'ailleurs un peu au vaisseau de Jaco, avec son gros hublot devant et l'espèce d'antenne qui en sort. Et le Tamagami qui garde la Dragon Ball du 3e Makai est appelé Tamagami Number 3. Les Dragon Ball sont incrustés dans le ventre des Tamagami et sont aussi grandes que celles de la planète Namek. D'après le serveur du petit Bui, où nos héros se rendent en fin d'épisode, nul n'a défié le Tamagami depuis au moins 20 ans, et le dernier qui l'a fait s'est fait tuer, même après avoir utilisé une grosse arme à feu. Pour combattre ce Tamagami, il suffit de lui adresser la parole. Le combat contre le Tamagami sera en 1 contre 1, du moins c'est ce que nous dit Glorio dans cet épisode. Est-ce une règle implicite, ou est-ce seulement parce que les autres accompagnateurs de Goku ne seraient pas de taille? On le découvrira peut-être sous peu. Voici du coup pour les infos importantes qu'il y avait à retenir avec cet épisode. On va voir maintenant un peu le contenu, ce qu'on en a pensé avec nos commentaires. Je trouve qu'on a un paradoxe dans cet épisode, c'est le rythme. En début d'épisode, ça va plutôt vite avec le groupe de Vegeta. Directement, ils sont embarqués par Ibis et ils sont mis sur la route, tandis que le rythme est beaucoup plus lent le reste de l'épisode, ne serait-ce que pour parvenir jusqu'au Tamagami. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de dissonance au sein même de l'épisode. On accélère et on ralentit d'un coup, peut-être pour gagner du temps, de la part de Toei Animation, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, je suis un peu comme toi, je l'ai trouvé un peu plus long que les autres épisodes, parce qu'en fait, si vous regardez, ça raconte pas grand-chose la deuxième partie.
C'est redondant. C'est ouais, on est poursuivi par la police, on va arrêter. Ouais, sortez tout votre barda, machin, et tu sors, et on sort la bouée, et on revient sur le truc. Ouais, moi j'ai faim, j'ai envie de faire caca, encore. Tu vois, c'est long, juste pour. T'as 15 minutes juste pour faire. Allez, j'exagère, mais 3 kilomètres quoi. C'est un peu longué, ouais, je suis d'accord avec toi. Sur Et ça, autre truc très chelou, c'est Bulma qui part dans le Daimakai. Je m'attendais à ce qu'il y ait des justifications, tu vois, à ce que tout le groupe parte même avec Kibito en fait, et le fait qu'il Ouais. reste sur le côté, pour moi ça n'a pas de sens. Et que Bulma parte à sa place en plus, tu vois, parce que elle a déjà vécu le traumatisme du voyage sur la planète Namek, donc je vois pas pourquoi elle voudrait partir encore une fois pour un monde de danger, tu vois, un endroit en plus avec une sale réputation où règne manifestement la menace, puisque même Dende a été kidnappé. Et Kibito étant l'assistant personnel de Shin, je trouve très bizarre qu'il ne se rende pas là où se trouve justement son maître. Tu vois. Il est là pour le servir ou pour le protéger même si besoin. Donc pour moi c'est une grosse facilité scénaristique que de l'avoir écarté en nous disant surtout que c'était pour garder le sanctuaire de Dieu. Tu vois. Et c'est même pas un terrien, qu'est-ce qu'il en a à faire du sanctuaire de Dieu en vrai? Ouais, puis combien de fois Shin disait ouais, si Kibito il veut venir avec les autres et tout, il va falloir qu'il ait le code, machin. Donc même Shin il est pas au courant que Kibito il va rester. Bah ouais. Donc ouais, je trouvais ça très chelou en fait, le choix de qui reste et qui part. Ouais. No comment sur cette partie-là, je suis pas forcément partisan du truc parce que je trouve que c'est pas cohérent avec, comme tu dis, le caractère et la personnalité des différents personnages et leurs liens. Donc à part pour le scénar et encore même pour le scénar, j'aurais limite préféré voir Kibito avec Shin en fait. Donc je sais pas. Donc la fusion Shin-Kibito, hein, si vous l'espériez de nouveau, bah non. Ouais, Bah non. c'est peut-être d'ailleurs une facilité scénaristique pour l'éviter, tu sais, vu qu'ils avaient les Potala. Ouais, En tout peut-être, ouais. cas, enfin je dis ça, après, rien qu'avec une paire de Potala, celle de Shin, ça suffirait normalement. Hein. Mais bon, ça sera pas avec Kibito du coup. Sinon, là, on était sur des passages qui ont moins fait parler, mais qui pour nous sont quand même parmi les plus bizarres et sur lesquels il y aurait le plus à dire de l'épisode. Il y a des passages qui ont été beaucoup commentés, mais pour rien, pour ainsi dire. Notamment celui-ci, le passage semi-comique où Pansy dit à Goku qu'elle a du mal à croire que quelqu'un d'aussi puéril que lui peut élever 2 enfants. Celui-ci rétorque dans l'épisode qu'il ne les a pas vraiment élevés. Il y a eu pas mal de commentaires par rapport à ça, mais c'est vrai en quelque sorte, hein, puisque c'est Chi-Chi qui les a élevés en majeure partie dans l'histoire. Et lorsque Gohan s'est formé au combat, là encore Goku était dans l'autre monde, c'est donc Piccolo qui s'en est chargé. Donc au final dans l'histoire de Dragon Ball, Goku a passé plus de temps avec ses enfants en temps de paix, donc ce qu'on n'a pas vu, tandis que ce qu'on a vu nous, l'histoire en temps de combat, en temps de menace, finalement il était très peu présent avec eux et ne les a même pas vus grandir, hein, vu qu'il était dans l'autre monde à chaque fois. Quand il retrouve Gohan dans l'arc Majin Buu par exemple, 7 années se sont passées et il s'entraînait dans l'autre monde, son fils est déjà quasiment adulte. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus en fait. Ah oui, et puis pour reprendre ce même dernier argument, je veux dire, ça fait un peu aussi partie d'une des scènes touchantes de la rencontre entre Goku et Goten, quoi. Donc bon, il y a 7 ans le gamin quand même. Donc voilà. Je ne comprends pas pourquoi quand je dis je parle pas de toi, mais que tu veuilles tiquer sur ça alors que bah si t'as lu Dragon Ball, tu le sais quoi. Enfin, Ouais, il y a plus à tiquer sur Kibito, que ça correspond pas à son caractère, qui reste au sanctuaire de Dieu, plutôt que sur un truc qui est vrai dans le... Ah oui, en ça on le l'occurrence. sait. Ensuite, on a Ibis, qui est un personnage intéressant, on en parle là. Il obéit au roi Kadan, mais on sent clairement que tout le fait chier. Ça, depuis le premier épisode dans lequel il est apparu, il me fait beaucoup penser à Yajirobe sur cet aspect-là, en tout cas. C'est-à-dire qu'il est chargé de missions qu'il exécute, mais sans la moindre envie. Et il n'y a guère que la carotte qui fonctionne avec lui. Dans cet épisode, le roi Kadan est contraint de lui proposer un repas qui lui sied en fait, hein, pour qu'il accepte d'emmener le petit groupe de Vegeta un peu plus loin dans le Makai, hein, du coup, pour rejoindre Goku et les autres. Et ce repas délicieux, attention, n'est autre qu'une pizza au ver de terre. Magnifique. Dégueulasse, même Bulma elle est dégoûtée et je peux comprendre. Hein. En tout cas, c'est un fainéant de premier ordre et un menteur en plus de ça, puisqu'il mitonne en disant qu'il a un rendez-vous avec sa copine, du coup il peut pas venir, sauf qu'il n'y a pas de copine, donc ça paraît compliqué quoi. Sacré pingouin. Sinon, autre facilité scénaristique que j'ai trouvé, c'est le fait que la police militaire ait vidé le vaisseau de Pansy et les siens en amont. C'est quand même bien pratique, hein. De même que le fait qu'il restait un autre appareil de la police militaire alors que, bon, ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour tenter de bousiller tous les appareils, Shin, Glorio et Goku. Bon, il y en avait un qui était mystérieusement caché. Sinon, je vais revenir aussi sur le nom Majin de Shin. Car je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on découvre un nouveau nom à Shin à chaque nouvelle série. Dans le manga et dans Dragon Ball Z, rappelez-vous, Shin était censé être un pseudo pour participer au Tenkaichi Budokai, afin qu'on ne grille pas que c'était un Kaioshin. Un peu comme Dieu qui prenait le pseudo de Shen au 23e Tenkaichi Budokai. Mais à aucun moment on nous disait que c'était son vrai nom. Et à aucun autre moment on aurait pu y penser d'ailleurs.
Cependant, la série Dragon Ball Super, qui révélait tout un tas de Kaioshin d'autres univers, nous a présenté le nom Shin qu'on connaissait comme étant son véritable nom. Shin s'écrivait en katakana à la base, donc un syllabaire surtout utilisé pour les mots étrangers, même si ça vient de Shin qui s'écrit comme ça, et qui signifie Dieu ou divin, c'était pas aussi transparent que ça, car Shin peut en japonais vouloir dire également vrai, véritable, cœur, moelle, nouveau, honnête et sincère encore, selon la façon dont il est écrit. Et voici qu'aujourd'hui on découvre qu'il avait encore un autre nom avant ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il a reçu un nouveau nom à l'obtention de son statut de Kaioshin, du moins j'imagine. La piste des Shinjin, enfin des Glindes dorées, semble donc peut-être s'éloigner, car s'ils sont si exceptionnels que ça, dès le début, ils n'ont pas besoin d'obtenir ce statut de Kaioshin et de changer de nom. Sauf si évidemment c'est lié à leurs études et donc ce serait une sorte de récompense qu'ils obtiennent avec leur statut enfin validé. Ouais, ça m'a étonné en fait, je t'avoue de dire, «Ouais, je m'appelle Narae en fait et cetera machin». Tout ce que tu viens de souligner en fait, je l'ai eu en tête, je me suis dit: «Attends, alors on passe de Kaioshin, on passe d'un pseudo, on passe à en fait c'est son nom, en fait, il avait un nom avant son nom. Est-ce que c'est crédible?» En fait, la question que je me suis posée, c'est: «Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça s'insère à force de rajouter une sorte, tu sais, de crédibilisation à, la façon de nommer un personnage, mais qui évolue? Est-ce que ça peut s'inscrire quand même?» Bon, je vais pas dire que ça me chiffonne au point de pas endormir, tu vois? Mais faudrait pas qu'il fasse ça tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être, pas casse-gueule, mais, ou alors explique-le. Comme tu dis, tu vois, tu es obligé de supputer: «Ah, est-ce que c'est lié à leur statut? Est-ce que c'est lié à l'école? Est-ce qu'ils obtiennent un nouveau nom? Est-ce que machin?» Tu vois? Faut expliquer des trucs comme ça. Et le problème, c'est que parfois on nous rajoute des trucs, mais on l'explique pas. Tu fais avec, tiens, voilà, c'est ça. Et tu dis: «Ah ouais, mais attends, excusez-moi, On quand n'aura levez pas la main, comme à d'explication l'école». là-dessus de toute Tu manière. en as pas, donc c'est Après, dommage. c'est un Majin. On vient de nous expliquer dans cette nouvelle série que c'est un Majin. Voilà, on savait pas. Donc avec ça, il y a tout le lore des noms. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, j'ai tout expliqué dans cette vidéo. Revenez en arrière s'il y a un passage que vous n'avez pas vu. Tous les Majin ont des noms d'un champ lexical bien précis. Ouais, Donc, c'est ça, du coup, bon. Tu te dis, de toute façon, tous les Glins ne sont pas voués à se barrer non plus. Donc peut-être que ceux qui restent, ils conservent leur nom. A priori, ils sont tous taillés, et comme le disait Pansy, épisode 4 ou 5, elle était étonnée qu'il reste un enfant Glind, sachant qu'ils sont quasiment tous barrés normalement dans l'univers. Donc Ouais, normalement, d'où le fait que plus Arin censé Su rester. peut être l'exception qui confirme la règle avec son nom, tu vois. Et c'est Elle est d'ailleurs restée pour ça donc. qu'elle connaît Arinsu et Deges, Pansy, c'est parce qu'il reste des Glind et qui sont dans le premier Makai. Ouais. Sinon, pour terminer un peu sur les points un peu avec des turbulences dans cet épisode pour nous, la fin d'épisode, je trouvais que c'était un mélange entre les blagues de mauvais goût et l'humour de situation qui fonctionnait. Je m'explique. On commence par le négatif. C'est le retour des blagues pipi caca, comme vous l'avez peut-être vu, constaté. Autant je les ai défendus dans l'épisode précédent, car c'était la première fois depuis l'histoire de paix de l'épisode 3, et que ça restait une signature de Toriyama Sensei, on l'a vu, c'est ce qu'il fait énormément dans ses mangas comiques. Autant là, bon, tu vas pas nous refaire la même blague à tous les épisodes, donc j'ai trouvé ça un peu lourd, d'autant plus qu'il a l'air d'aller aux toilettes dans tous les épisodes dans Daima, chose qu'il ne faisait jamais avant. Il a chié 3 fois en 2 épisodes. C'est un peu trop pour moi, je trouve. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas du tout aimé. Et comme tu dis, l'humour pipi caca, j'aime. Mais l'humour pipi caca doit pas faire l'impasse sur le dosage. C'est bon. En fait, ça me l'infantilise, mais à un degré. Déjà que le concept de Daima est discutable pour beaucoup. Je parle pas forcément de mon point de vue, je parle de manière générale, parce qu'on est reparti sur un rajeunissement des personnages. Maintenant, on retrouve notre Goku. On l'a dit, Goku, on retrouve des trucs Dragon Ball. On en a parlé suffisamment dans la dernière review. Allez la voir si vous voulez voir pourquoi on parlait de ça. Mais maintenant, bon, si comme tu dis, c'est pour me faire un Goku qui va yesh tous les épisodes. Ah, je mange, je vais faire caca. J'ai fait un prout. J'ai mon gros ventre, je vais aller faire caca. Je vais vomir. Je vais faire un prout. Ça sent pas bon. Au bout d'un moment, comment tu veux que quelqu'un qui déjà n'a peut-être pas la même vision que nous, la même tolérance que nous, qui se dise ça va peut-être être compliqué le rajeunissement, mais bon, ça a l'air d'aller. Tu mets ça tous les épisodes. Tu mets un gamin de 5 ans qui va yesh, il est content d'aller yesh. C'est pas ça beaucoup. Au bout d'un moment, bon, c'est pas subtil. C'est lourdingue. Et j'aime pas.
je vous dis, j'aime pas du tout. À la différence de la fin de l'épisode, parce que le Tamagami, on apprend que pour pouvoir le défier, il faut aller le voir, directement l'accoster, s'adresser à lui. Mais alors personne s'imaginait ce qu'à peine une phrase prononcée, le gars te réponde en gueulant. Ça, je trouve que c'était plutôt inattendu et vraiment drôle pour le coup. C'était une surréaction de la part du personnage, un personnage en plus dont on ne s'attendait même pas à ce qu'il parle forcément. Donc ça, c'était subtil et c'était bien dosé, j'ai trouvé. Et puis le pire, c'est que dans la dernière prédiction de Baba, je disais, imagine, tu vas approcher le Tamagami, il va faire, ouais, que tu veux, tout, tu veux, machin. Et tu m'avais dit, on n'est même pas sûr qu'il parle et tout. Je fais, il va faire, ouais, mais je m'attendais pas qu'il fasse vraiment ce cri de guerre. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, il a fait, non, tu vois, c'est vraiment genre, tu sais, il t'a pas entendu ou il veut savoir qu'est-ce que tu veux, quoi, en gros. Ça, c'était bien. Et d'ailleurs, le dernier épisode des prédictions de Baba, allez le voir, parce que on va dire 80% des théories sont avérées justes finalement avec cet épisode. Ouais. À voir du coup le prochain épisode des prédictions de Baba, surveillez bien parce que ça va être à mon avis épique. On va voir quelques références rapides, à commencer par le passage où Glorio dit à Goku qu'il vaut mieux éviter de tabasser les soldats car autrement il risquerait d'être fiché et recherché. Il ne pourrait alors plus passer par le Warp. On a ici une réminiscence de ce qui se passe dans Dragon Ball GT avec justement des avis de recherche qui sont placardés partout en ville sur la planète Imega. Bon, pour le coup la référence est subtile, elle n'est pas reprise telle quelle, elle sert au contraire à avertir contre ce qui pourrait se passer. On reste cependant dans le thème d'Imega avec le groupe de Goku et ses amis versus la police militaire dans ces épisodes. Dans l'avion du roi Kadan, on peut voir des cartons avec des inscriptions en Majin. Pour le coup, avec le logo de l'orange à côté, il est assez facile de deviner ce qui est écrit. Mikan en japonais, qui signifie donc orange. Les mouvements de Shin sont finalement assez semblables à ceux de Zamasu en combat. Il est possible que les mouvements de ce dernier aient inspiré ceux de Shin ici, puisque on ne l'avait pas vraiment vu combattre très longtemps dans le manga et les séries animées, il était rapidement mis KO par Majin Buu à l'époque. En guise d'attaque, Shin utilise aussi un Kiai dans cet épisode, ce qui provoque le télescopage de deux véhicules. C'est une technique qu'il exécutait déjà contre Majin Buu, en plus d'utiliser une variante, le Kiai oculaire, le Kiaigan, une puissante projection de Ki invisible. Sur ce plan, où Panzi bousille les appareils de communication de la police militaire, on peut voir Goku avec une branche dans la main. Qu'était-il en train de faire selon vous ? Bah évidemment, pour ce qui a déjà lu Dragon Ball ou Dr Slump, vous vous en doutez, il est en train de titiller le soldat à terre pour voir s'il bougeait encore. Comme souvent, avant de combattre, Goku a une fringale et il lui faut manger. C'était déjà le cas à l'époque des Tenkaichi Budokai. Et la nourriture qu'il mange dans ce petit café ou salon de thé, comme semble l'indiquer l'enseigne, m'a d'abord fait penser à des takoyaki. Vous savez, des boulettes de poulpe, qui seraient donc salées. Mais dans l'épisode, Goku dit que ce sont des dango, donc ce sont a priori plutôt des mochi, des boulettes de mochi, du sucré donc, des boulettes de pâte de riz traditionnelles, servies justement avec le thé. On va voir la technique maintenant avec la réalisation. On a, comme pour l'épisode dernier, un épisode directeur qui est aussi le storyboarder, donc qui a aussi décidé des différents plans que l'on voit à l'écran. Il est donc chargé de la réalisation générale de l'épisode, c'est Ryuta Kawahara de Bakka. C'est un membre d'un petit studio de Tokyo d'une dizaine de personnes. A priori cet épisode a été plutôt, considéré comme un petit épisode. On a mis le gros, j'imagine, sur le prochain épisode et c'est pour ça qu'on voit des scènes d'action assez dynamiques et plutôt belles dans le teaser. Donc ce réalisateur a travaillé sur pas mal d'animés, comme Overlord, Blendess, Love Live ou encore Shingeki no Kyojin saison 3, mais c'était, comme ici, beaucoup de fois sur des épisodes de transition, si je puis dire. Donc c'était pas forcément des gros épisodes, et j'ai trouvé que la réalisation était un peu plate. À part quelques scènes cool, comme la scène d'action où on a des soldats, tu vois, en vue subjective, à part quelques découpages ci et là qui sont corrects. J'ai pas trouvé que c'était la réalisation du siècle. Je pense même que c'est la moins bonne réalisation des 7 premiers épisodes, pour ainsi dire. Moi, je pense aussi, c'était du classico-classique, très peu de fulgurance, il n'y a pas d'envie ou de recherche de transcender l'écran avec une proposition, que ce soit au storyboard ou à la réal, qui ferait te dire « Wow, incroyable !» Et même à la photographie, Naoyuki Wada, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un truc qui me fait dire « Wow, putain, ça c'était chouette !» Ah ouais? Non. Bah moi j'ai trouvé qu'il était dans la continuité des 7 premiers, c'est le même gars qui était sur les autres épisodes. Même truc, mais et heureusement qu'il était là. Lui et une autre personne dont je vais reparler tout à l'heure. Parce que sans cette patte d'Aima, sans ce filtre sur l'image, sans ces traits beaucoup plus ronds,
Et ben je vais vous dire, l'animation qu'on va engager là maintenant, elle vous aurait paru beaucoup plus fade. L'animation qui était supervisée d'ailleurs par Naoko Yamaoka, que vous avez vu sur l'épisode 2, vu qu'elle était déjà directrice de l'animation, mais sur le deuxième épisode, elle a été beaucoup aidée aussi par Yuya Takahashi, qui manque là sur cet épisode, et ça se voit clairement, hein. Malgré le trait plus rond et les mâchoires plus viriles de notre animatrice, elle a l'air d'avoir lutté pour corriger les nombreuses animations très off-model de cet épisode, donc qui ne ressemblent pas beaucoup au character design, si je puis dire. Et si vous suivez un peu les projets de Toei Animation, vous avez déjà vu peut-être cette animatrice qui a travaillé sur les séries Precure notamment, qui était aussi sur l'épisode 7 de Gyakuten Saiban, alias Ace Attorney. Voilà, il n'y a pas vraiment d'highlight dans cet épisode en vrai, hein, à part cette scène de combat dont j'ai parlé tout à l'heure, sur laquelle a certainement œuvré Yuya Takahashi, puisqu'il est crédité parmi les animateurs clés là, en second. Et à part quelques plans resserrés, on en a parlé avec Max en amont de cette review, c'est les plans corrigés en fait les plus beaux, notamment ceux de Katsuyoshi Nakatsuru, encore une fois, qui a corrigé quasiment l'intégralité de la scène d'introduction de l'épisode sur Terre, avec l'arrivée d'Ibis. Donc tout est propre, extrêmement beau, fidèle au character design. Tu t'attends à un épisode franchement beau, hein. Tu débutes avec ça, tu te dis ah bien, on est bien. Et ce ne fut malheureusement pas le cas. Yuya Takahashi n'étant pas directeur de l'animation, bah finalement les traits ne sont pas aussi beaux que sur l'épisode 2, et si on l'avait eu, bah ça nous aurait évité de voir un épisode visuellement aussi banal, voire parfois moche par moment. Moi j'ai même vu franchement c'était qualité DBS, hein, sur certains endroits. Alors n'allons pas jusqu'à l'épisode 5, hein, quand même pas, mais c'était franchement c'était le bas de l'échelle en termes visuels. Quand t'es habitué à une série où on te propose, franchement c'est du caviar normalement à chaque épisode, vu qu'ils ont mis le temps, ils ont mis des années à pouvoir la produire cette série, bah quand tu tombes sur des persos aussi peu détaillés et mal proportionnés, bah tu te dis qu'est-ce que c'est que ça quoi. Ouais, non, pour moi, c'est pas que c'est pas pardonnable, c'est que ça va, on n'est pas noyé par une actualité, genre c'est pas un animé fleuve où on est au 1578e épisode, ou alors ils sont sur 5 films et 3 séries animées. Ça va, 20 épisodes pour fêter les 20 ans de Dragon Ball, je pense que, bon, hein, on a vu plus compliqué en termes d'investissement et de travail. C'est censé être une œuvre majeure de ton planning et pas un truc en plus. Bon, bah, on va prendre cette petite œuvre en plus, tu vois. Se retrouver avec cet épisode, comme tu le dis, assez pauvre visuellement, ouais, j'ai pas trop compris en fait. Finir mon épisode en étant réjoui des 2-3 plans fixes, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, c'est pas. Pourtant, je veux dire, avec les premiers épisodes, on a défendu quand même grosso modo la partie technique, quelques petits trucs, mais parce qu'elle était bonne, très correct, voire bonne. Voilà. Parce qu'elle était bonne. Parce qu'elle était bonne, elle était irréprochable. Quand t'as des animateurs du talent de tout ce qu'on a vu sur les premiers épisodes, faut vraiment être à la masse pour dire autre chose, tu vois. Mais là, dans cet épisode, même la CGI, je la trouve pas bonne. Elle est assez criarde et les véhicules paraissent plus épais et lourds que ce qu'on a vu dans les autres épisodes. Alors je sais pas si c'est le fait que ce ne soit pas dessiné à la main, mais même l'animation de leur destruction m'a paru bizarre. C'est-à-dire qu'ils sont forts quand même nos personnages. On n'a pas encore de quoi les mesurer, mais bon, Frieza devrait trembler au moins, même s'ils sont rajeunis, tu vois. Mais t'as pas l'impression. T'as l'impression qu'ils ont des difficultés à éclater des vulgaires vaisseaux, ou alors les vaisseaux ils sont en kachin aussi, mais on nous l'a pas dit. Donc il y a un truc dérangeant à l'œil. Non seulement avec l'animation 2D, mais en plus avec l'animation 3D. Donc heureusement qu'il y avait les décors, encore une fois, de l'équipe de Maya Kasai, Eiji Hamano et Shinzo Yuki, qu'on retrouvait aussi sur d'autres épisodes de la série. Parce que visuellement, sinon, on aurait eu quelques problèmes. La bande son maintenant, j'ai noté 2 thèmes musicaux, donc sur les musiques de Kosuke Yamashita. Le thème inquiétant du Makai, qu'on avait déjà dans l'épisode 4 avec la police militaire, tu sais. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le thème, hein, tout simplement, de la Kempeitai, puisque c'est celui qu'on entend quand ils se font encercler. Plutôt cool ce thème. Et sinon, le thème de tension au moment où Goku va défier le Tamagami en fin d'épisode. Bah écoute, je pense qu'on se rejoint, parce que j'ai rien d'autre de plus en tête que ces 2 trucs-là qui m'ont marqué. On va passer au doublage avec le Tamagami Number 3, qui est doublé par Kenta Miyake All Might dans MHA, Jack Hanma dans Baki, Zod dans Berserk, ou encore Abdul dans JoJo's Bizarre Adventure. Franchement, j'ai été aussi surpris d'apprendre qui le doublait, donc en l'entendant, que en voyant la réaction du Tamagami quand Goku vient l'accoster. Ouais, c'était sympa. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le prochain épisode, à surveiller du coup. Conclusion pour cet épisode 7 de Dragon Ball Daima. Bah, écoute, je vais commencer par le positif.
Petite pause, puisque ça date d'après l'enregistrement de cette review, je vous en fais par là. Il semblerait qu'il y ait eu des erreurs de traduction encore dans une de nos VOSTFR, allant jusqu'à faire croire que Goku demandait ce qu'était le Kachin, le fameux métal qu'il a pourtant déjà vu sur la planète des Kaioshin. Or, il n'en est rien, tout comme dans ma version mieux traduite, Goku dit en réalité « Oh, du Kachin !»« Oh, Kachinka !» Ce qui induit à 100% qu'il en a déjà entendu parler. Après quoi, Shin explique un truc que personne ne sait, même pas nous, le Kachin vient en réalité de sa planète d'origine située dans le 2e Makai, la planète Kaishin, comme mentionné plus tôt dans la review. La découverte de ces infos est alors totale pour tous, même pour Goku qui avait juste entendu parler du nom du métal, comme nous. Mais alors, non et renom, il ne se demande absolument pas ce que c'est, contrairement à ce qu'affirment certains, même sans comprendre ce que disent véritablement les personnages en VO. Le positif, bon, on a du lore, c'est bien, mais j'ai trouvé aussi qu'on s'attachait aux personnages très rapidement, et ça c'est, on le doit forcément à la patte de Toriyama Sensei, il sait très bien écrire ses personnages, et Glorio, Shin et Pansy, franchement, on est avec eux. C'est-à-dire que Goku, bon ça va de soi, hein, c'est le personnage principal, et même dans une moindre mesure ce balochard d'Ibis, hein, tu vois, on le connaît depuis peu, il est pas, Ouais, c'est vrai. il a que des défauts et tout, mais on s'attache, tu vois, je trouve qu'ils sont rigolos, donc ça j'ai bien aimé. Et sinon, tout le reste de l'épisode, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était beaucoup trop lent. J'avais pas vu ça depuis l'épisode 3, je m'en étais plaint de l'épisode 3 à l'époque sur le rythme, c'était le point négatif de cet épisode à l'époque, le reste ça allait. Mais sur cet épisode 7, j'ai l'impression qu'ils ont mis tous les mauvais points de Daima en un épisode. Le traitement de Goku, les blagues lourdos, la mauvaise animation, c'est une première, les scènes inutiles, et la lenteur, le rythme, alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite comme on l'a fait en début d'épisode. Bah écoute, on va se rejoindre. Ça avance pas. C'est l'épisode que j'ai le moins aimé depuis le début. Bon, pas à 100%, hein, mais je reviens pas sur toute la review, vous l'avez compris, il y a des points qui sont agréables. Mais de manière générale, ouais. T'imagines que déjà à l'époque, quand toi t'avais trouvé lent le 3, je t'avais dit moi ça va. Ouais. Et là, c'est moi qui te dis lent sa grand-mère. Trop lent, trop lent. Donc j'imagine toi, ton état d'esprit vis-à-vis de ce truc-là, c'est peut-être encore pire que moi. Je te jure, à un moment donné, je me suis dit, mais ça avance ou quoi? Putain, quand ils étaient en train de fouiller le véhicule et tout, je fais oh là là, qu'est-ce que c'est long. En fait, j'ai l'impression d'avoir revu un concentré de ce que j'ai déjà vu dans les 6 derniers épisodes. C'est-à-dire concentré de Goku qui chie, concentré de Goku qui mange, concentré des blagues de j'ai foutu dans mon avion les trucs gonflables, les habits, les trucs, j'ai déjà vu. Concentré de la police, j'ai déjà vu. Concentré de vaisseaux qui sont, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu tout ça. C'est bon, avance, c'est long. Donc ouais, non, pas le meilleur épisode, vraiment pas. J'espère que le 8 sera meilleur, en tout cas d'après quelques images, on en parlera dans la prédiction de Baba, ça a l'air plus quali, et je l'espère quand même, parce que si le combat est à Yesh, ça va nous embêter. Non, j'ai l'impression que c'est un épisode qui a été sacrifié, très certainement, vous savez, il y a un roulement d'équipe dans la production de l'animation, et c'est l'épisode sur lequel ils se sont dit, bon, celui-là, voilà, parce qu'on met on met le paquet sur le prochain. Donc j'espère qu'il sera qualitatif dans tous les sens du terme, pas qu'en termes d'animation visuelle et réalisation, évidemment, mais ouais, épisode pas top. Cette semaine, on est déçus. Dites-nous vous dans les commentaires si vous partagez cet avis ou pas, et partagez en tout cas la vidéo pour faire connaître toutes ces infos, et on se retrouve très vite sur DB Times et à la TGS également ce week-end. Matane.